Matryoshka. Bonjour Victor. Victor, vous faites partie de ces jeunes qui s'engagent, vous êtes acteur, vous avez 21 ans et d'ailleurs vous êtes né le 24 décembre 2000, ce qui est quand même, je trouve, une date pas mal pour essayer d'écrire un nouveau monde. Il y a quelque chose entre le spirituel, le sacré et puis la date du changement de millénaire qui est quand même assez sympa sur votre date de naissance. Et vous êtes acteur, mais vous êtes aussi engagé auprès de Ta Voix Compte. Alors je voudrais savoir et vous entendre déjà peut-être dans votre réaction à ce qui vient de se passer, ou en tous les cas ce qu'on est en train de dessiner, et voir vous, quelles sont vos attentes aujourd'hui, ou le sentiment de cette prise de conscience qui s'opère. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix compte tant que ça? Alors déjà, rapidement, Ta Voix Compte, c'est un des projets qu'on est en train de mener par rapport au présidentiel, qui est qu'en fait la jeunesse a beaucoup de propositions par rapport à tout ce qui se passe et qu'on peut les inclure dans les programmes. C'est un des projets sur lesquels je suis. Juste pour rebondir par rapport à ça et par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'on parle souvent de l'histoire de l'humain et je pense que si là on veut parler du vivant et notamment de notre relation au vivant, il va falloir repartir sur l'histoire du vivant et de la vie. Et quand on repart au tout début, et si on prend un peu de recul, on est quand même sur une planète qui est unique parce qu'il y a la vie sur Terre. Et quand je suis arrivé, moi je suis étudiant en biologie et en sciences environnementales, et quand je suis arrivé à la fac, le premier cours de biologie que j'avais, c'était quel est le point commun entre tous les êtres vivants? Qu'est-ce qu'on a en commun tous? Et donc bien sûr, il y a l'ADN, il y a le matériel génétique, mais il y a surtout la cellule. Et 4 milliards d'années plus tard, on se retrouve avec toutes ces différentes formes de cellules qui représentent la vie et qui arrivent à travailler ensemble pour s'organiser, et ce qu'on appelle les écosystèmes. Et sauf qu'aujourd'hui, on en arrive au point où donc, toutes ces cellules, on peut les diviser en plusieurs catégories parce qu'elles se ressemblent. Et ce qu'on appelle les espèces, enfin il y a plusieurs encore, il y a les familles, etc. Mais il y a les espèces, et on est à peu près 10 millions d'espèces sur Terre, donc ce qui est énorme. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une espèce qui a décidé de s'opposer à toutes les autres. Et donc il y a un peu un problème, c'est-à-dire que souvent quand on parle de l'environnement, quand on parle de tout ça, on a tendance à oublier qu'il y a 10 millions d'autres espèces à côté. Et on localisait ça comme la nature. Et donc on se retrouve avec l'homme et la nature. Alors et quand on parle de ça, on voit la nature du coup comme un décor, une fondation, autre chose. Alors on fait partie de ces espèces. Et du coup, je pense que la grosse crise que dit Baptiste Morisot, c'est peut-être cette relation au vivant et notre place dans tout ça. Est-ce que là, à chaque fois qu'on parle, même au niveau des programmes, au niveau de tout ça, on parle en tant qu'humain, et on essaie de s'organiser. Je sais que c'est compliqué déjà de s'organiser en tant qu'humain, mais il faudrait s'organiser aussi avec toutes les autres espèces. Et du coup, par exemple, moi, je pense à ça, je pense aux loups en France. C'est un peuple aussi, et on devrait les considérer comme un peuple, et on a tendance à un peu oublier ce genre de choses. Et c'était juste pour rebondir sur ça. Et voilà. Ben justement, vous disiez ce que c'est Ta Voix Compte. Ta Voix Compte, vous avez, par rapport aux limites dont on parlait, aux limites planétaires qu'on a évoquées là en préambule, vous avez interpellé, et ce que disait aussi Dominique Bourg sur la place que ça a dans la campagne aujourd'hui, ces sujets, qui est minime par rapport à l'ampleur et l'importance et l'urgence de tous ces sujets. Vous avez interpellé les candidats à la présidentielle pour revenir sur ces 9 limites, là, ces derniers jours. Quelle réaction et qu'est-ce que vous entendez? Alors, ce n'est pas pour dire ce que chacun va dire, mais après tout, la rumeur de ce monde-là, qu'est-ce qui vous fait remonter? Qu'est-ce que vous entendez au travers de leurs réponses alors, ou de vos échanges? Il y a deux choses. J'ai interpellé Valérie Pécresse en tant que porte-parole pour On est prêt, qui n'était pas pour Ta Voix Compte. C'était juste pour parler des 9 lignes planétaires et quel était notre plan pour sortir de la crise. Parce qu'on parle souvent des mesures à droite à gauche, de lois climat, etc. Mais on n'a pas de plan, étape par étape, année par année, pour sortir de la crise réellement. Crise climatique, crise écologique. Et donc du coup, moi ce qui m'a un peu choqué, c'est que du coup, quand on a parlé avec Valérie Pécresse, je lui ai énoncé un peu donc, ces limites planétaires, ce que c'était. Et elle m'a coupé pour me dire le cycle de l'eau aussi. Et comme limite qu'on avait dépassé, alors qu'on n'a pas du tout dépassé le cycle de l'eau, on ne sait pas ça. Et donc là, je me suis dit, ok, donc on est face à des personnes qui vont prendre le pouvoir sur un pays et qui ne comprennent pas ce qui se passe à certaines limites. Et je me dis, ok, on a peut-être d'abord une formation à faire en écologie, même, je voyais M. Loiseau, peut-être qu'on a des formations, une science qu'il faudrait transmettre à toutes ces personnes, parce que en fait, ça nous permettrait d'éviter énormément de fausses bonnes mesures environnementales et tout ce qui est greenwashing derrière. Et voilà, j'ai parlé aussi avec Yannick Jadot, du coup, dans
dans le contexte de Ta Voix compte. Et voilà, on reste aussi, et moi je suis encore en train d'essayer de comprendre aussi quels sont nos leviers d'action. On sera plus efficace si on part au niveau politique, au niveau gouvernemental, ou est-ce qu'on part au niveau individuel et on s'organise en tant que collectif, en tant qu'association, en tant que citoyen pour faire bouger les choses. Et quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité et les grands changements radicaux qu'il y a eu, enfin je suis que jeune, donc je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais par exemple, l'abolition de l'esclavage, c'est parti de citoyens, c'est parti de personnes qui n'étaient pas d'accord et qui sont organisées pour mettre en place pour mettre en place la société de demain et lutter contre le système actuel. Voilà, je suis encore en train de voir, parce que c'est vrai qu'on face à un président, on se demande, ok, est-ce que moi, si j'étais président, je pourrais faire énormément de changements? Et donc du coup, on essaie de repenser tous les moments où il y a eu des grands changements, comme le Front populaire avec Blum, etc. Et se dire, ok, c'est possible, mais du coup, il faut un soutien citoyen énorme. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Ou est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on est quand même minoritaire à vouloir vraiment un changement radical par rapport au caractère extrême de la situation. Donc il y a beaucoup de questions, et je sors avec beaucoup plus de questions face à cette interpellation qu'autre chose. Mais en tous les cas, ce que j'entends aussi, c'est que vous dites que vous vous sentez minoritaire dans cette volonté de changement. Il y a une prise de conscience chez les jeunes, mais souvent elle est aussi... En fait, la prise de conscience, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas on est conscient, on n'est pas conscient, c'est très progressif. Ouais. Et il y a aussi une mauvaise compréhension de la chose. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont là, soit dans la fatalité, soit dans l'éco-anxiété, parce qu'ils ont l'impression qu'on va tous mourir. Et c'est vrai, quand on regarde vite fait les rapports du GIEC, on se dit, waouh, 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des habitats qui risquent d'être inhabitables si on continue comme ça. Voilà, la fatalité, elle est compréhensible. Par contre, quand on commence à comprendre les systèmes qui existent, et le fait que déjà on peut créer des petits systèmes qui fonctionnent très bien, des refuges de biodiversité, etc. Mais quand on commence à comprendre, on peut voir que, ok, on peut dépasser 1,5 degré, mais on peut aussi dépasser 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Enfin, il n'y a pas de fatalité à avoir. C'est juste le plus tôt on s'arrête et le plus tôt on change. Et chaque petit dixième de degré ou chaque action va changer les choses. Et donc, c'est pas binaire. C'est pas en 2050 on aura gagné ou on aura perdu. C'est vraiment on aura plus ou moins perdu. Il va y avoir des conséquences. Et ce qui est déjà sur des populations qui sont désastreuses. Le but, c'est de limiter le plus et de s'adapter aussi. Et on est un peu loin de ça encore. Vous renvoyiez dos à dos tout à l'heure, si en fait l'action qui pouvait vous faire bouger les choses de façon la plus efficace, c'était celle d'investir le champ politique, ou alors de le faire à l'échelle individuelle, citoyenne d'une certaine façon. Il y a un autre champ aussi, on l'a vu ces jours-ci, que ce soit sur le plan juridique, financier, les entreprises, et évidemment tous les mouvements qui sont en cours, beaucoup plus radicaux, activistes et tout ça. Il y a plein de moyens pour faire bouger les choses. Il y a autre chose, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, parce que vous êtes acteur, et pour rappeler, à 15 ans, vous montiez les marches du Festival de Cannes pour le film Al de Pierre, réalisé par Nicole Garcia, qui était avec Marion Cotillard, d'ailleurs, qui produit le film de Flore Vasseur, qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. Mais quand on parle du cinéma, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir quand on se pose la question des éveils de conscience, quand on parle du rapport du GIEC, ça fait des années qu'on les répète et finalement on les entend, où on dépasse une limite planétaire, on l'entend mais le lendemain finalement on passe à autre chose parce qu'il y a eu autre chose dans l'actualité, ça ne marque pas les esprits. En revanche, il y a un film, et je me suis refusée d'en parler depuis le début, parce que voilà, mais là, sur le rapport à la conscience qui est Don't Look Up, où d'un coup, tout le monde a l'impression d'ouvrir les yeux grâce au cinéma sur la réalité. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'en fait, la clé du problème, c'est les comportements humains, c'est notre système, et donc du coup, c'est notre culture, c'est nos habitudes, etc. Et comment est-ce qu'on change les choses? Je me suis aussi beaucoup intéressé à qu'est-ce qui fait que moi je suis activiste, par exemple, qu'est-ce qui fait que j'aurais pu être totalement autre chose, faire du tennis et être voilà, dans ça. C'est bon au tennis aussi Pas tellement, donc non, je pense que c'est tout. Vous avez bien mais ce qui a fait, c'est un ensemble d'expériences, et ce qu'on voit beaucoup en neurologie avec Antonio Damasio notamment, c'est les expériences qui modifient les comportements. Et si on ne peut pas avoir d'expérience dans le réel parce qu'on est déconnecté, et on pourra parler de ça, de la déconnexion à la réalité, à la déforestation, aux abattoirs et ce genre de choses, si on ne peut pas emmener tout le monde dans les abattoirs pour voir l'affrosité de cette situation, on peut, par les films, changer beaucoup de choses, voilà, par les images, etc., mais par les expériences. Et moi, je sais qu'en vrai, je suis là devant vous aujourd'hui parce que ça a été les films au début, moi ça a été les documentaires animaliers qui racontaient ces histoires sur les animaux, et d'un coup
tout ça prenait vie, on commençait à s'intéresser à tout ce qu'il y avait autour de nous, en dehors des humains. Et ça a été la première chose qui a fait que quand du coup j'ai commencé à voir la déforestation, je me suis dit, ok, non, derrière il y a toute la famille d'orang-outans qui était derrière et que moi j'avais appris à apprécier et à adorer, qui derrière allait y passer. Et je pense que les films, notamment Bigger Than Us, on va en parler juste après, mais ont une part énorme. Le film Demain a eu des conséquences énormes sur les... Ouais, de Cyril Dion. A eu des conséquences et énormes même animal, sur d'une certaine façon, sur l'extinction des espèces que vous décriviez tout à l'heure au travers du film Animal de Cyril Dion et cette forme narrative. On retrouve une forme narrative chez Flore Vasseur, mais on va parler de tout ça dans le cinéma. Il est vrai que par le documentaire et par la fiction, de façon plus émotionnelle, quand vous parlez des expériences neurologiques, en tant que journaliste, on parle d'émotion, c'est-à-dire qu'entre la raison et l'émotion, et je me tourne vers vous, Dominique Bourg, finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est par des coups émotionnels qu'on fait réagir davantage les gens? C'est assez contrasté quand même. Si vous regardez justement le fait de manger moins de viande, là, les documentaires, les images, je crois, elles ont eu un impact énorme. Parce que c'est, si vous voulez, c'est sectoriel. Si vous regardez la question du climat, qu'est-ce qui peut nous alerter? C'est ce qu'on appelle les événements extrêmes. Alors, il y a deux problèmes. Premièrement, les événements extrêmes, et Dieu merci, si vous voulez, leur récurrence, elle est quand même assez espacée. Et on a tendance à oublier. En plus, quand on est vraiment confronté, on a vu ça avec la tempête Xynthia, mais on a encore vu ça en Allemagne, les gens qui se sont trouvés dans cette localité où le sol était déstructuré, mais alors qu'on n'est pas du tout dans une zone de montagne sur plusieurs mètres, pour eux, admettre que c'est lié au changement climatique, c'est l'horreur. C'est-à-dire que ça veut dire que ça va revenir. Donc en fait, non, la plupart des gens qui vivent là disent non, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Donc vous voyez que suivant le sujet qu'on aborde, le rôle que peut avoir l'image, le rôle que peuvent avoir les récits ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il faut quand même sortir de l'idée, si vous voulez, que voilà, il suffirait de quelques images ou il suffirait d'un très bon récit pour qu'on change. Il faut que ce soit vraiment un récit qui infuse, qui devienne le repère à partir duquel tout le monde se repère et qu'on n'en ait pas d'autres. Alors là, les amis, on n'en est pas encore là. Hein. Mais ce qui fait que c'est encore une fois le passage des représentations au changement de comportement, il varie d'un domaine à l'autre et ça n'est jamais mécanique. Ce que je vous propose, c'est qu'on accueille nos deux prochains et derniers intervenants de ce festival Génération Matrioshka. J'appelle tout de suite Yvan Bourgnon et Flore Vasseur, si vous voulez bien venir l'un et l'autre nous rejoindre pour terminer en beauté ces temps d'échange intergénérationnel face aux défis qui se posent pour nos générations à venir. Yvan, je vous en prie. Flore, avec plaisir. Merci, merci de nous rejoindre. On a essayé de parler de la question du rapport à la terre, de la question du rapport au vivant. La question de la mer est absolument centrale. On va revenir, Flore Vasseur, sur votre documentaire Bigger Than Us, qu'on va regarder d'ailleurs au sortir de nos échanges. Mais je me tourne vers vous d'abord, Yvan Bourgnon. Vous êtes marin, donc vous avez traversé les mers depuis que vous êtes tout petit avec vos parents, depuis que vous avez l'âge de 4 ans, avec vos parents, votre frère. Aujourd'hui, quand vous regardez la mer, sans rentrer dans les chiffres déjà, de la montée des eaux liées au rapport du GIEC et tout ça, quand vous regardez la mer, quand vous la traversez aujourd'hui, est-ce que vous la reconnaissez et est-ce que c'est celle que vous pensez transmettre à vos enfants? Bien, bonjour à tous. Moi, j'ai eu la chance de vivre, en tout cas, de traverser les océans et de faire le tour du monde avec mes parents quand j'étais petit, entre l'âge de 8 et 12 ans. Donc au début des années 80, évidemment, les océans n'étaient pas impactés, ou très peu, même si le commandant Cousteau il commençait déjà à tirer la sonnette d'alarme. Mais donc j'ai eu cette chance de vivre ça, de voyager pendant toute ma jeunesse sur un peu tous les océans et de profiter de cela. Et effectivement, au fil de ma carrière sportive, j'ai découvert un peu cette pollution. Ça a commencé par les collisions, parce qu'on est des bateaux de compétition, on fait de la voile et on commence à heurter les containers et pas mal de débris. Donc globalement, 25% des courses, on abandonne à cause des collisions sur les débris sur la mer, c'est considérable. Et après, plus récemment, un tour du monde en catamaran de sport, donc sur ce petit catamaran à ras de l'eau. Et là, je suis sur les traces un petit peu de ce tour du monde que j'avais fait petit avec mes parents. Et effectivement, quand je navigue pendant 2 mois dans l'océan Indien,
en longeant les côtes du Sri Lanka, de l'Indonésie, des Maldives. Là, je navigue vraiment dans les plastiques et donc je découvre cette pollution de plein fouet. 35 ans après, en fait, mon premier voyage. Que vous ne soupçonniez pas, en fait. Non, c'est-à-dire non, que c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur les abattoirs, oui. Victor. C'est quand on voit finalement qu'on comprend. Tout à fait. Même si on voit quelques images, on se dit ça doit être local, ça doit être dans une baie, ça doit être... Mais quand tu navigues toute la journée, que tu t'arrêtes 40 fois par jour pour enlever ces sacs plastiques qui sont coincés dans tes gouvernets, dans ces safrans, que tu peux compter 100 morceaux de plastique autour de toi et que c'est tous les jours, pendant 2 mois, bah, tu te dis, voilà, c'est dingue, quoi. En plus, tu sais que 99% des plastiques finissent par couler un jour. Donc tu te dis, si c'est comme ça à la surface des océans, qu'est-ce que ça doit être au fond de la mer? Et donc, The Sea Cleaner, c'est une association que vous avez créée. Comment est-ce que cette idée est venue? Est-ce que c'était à ce moment-là? Et finalement, qu'est-ce que vous avez voulu engager par rapport à cette question de la pollution des mers? Pour revenir au sujet du plastique, d'une certaine façon, dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de nous étouffer. En 2015, je rentre de ce tour du monde, donc un peu choqué. Effectivement, en 2016, je vais à la COP22 à Marrakech. Je rencontre plutôt des gens qui essayaient de vendre des stations d'épuration plus que des gens qui avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien pour les océans. Donc on retrouve cette forme de cynisme dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, et c'est très bien, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la sensibilisation. Et encore une fois, c'est l'essentiel, c'est d'essayer de résoudre le problème à la source. Mais je me rends compte que en fait, les chiffres parlent, quoi, qu'il y aura 3 fois plus de plastique dans les océans en 2060, il y en aura 10 fois plus en 2100. Et malheureusement, c'est pas ici que ça se passe, c'est plutôt en Asie du Sud-Est et bientôt de plus en plus en Afrique. Et je me dis, mais en fait, il faut peut-être aussi aller collecter ces déchets plastiques en mer, quoi. Et peut-être pas en mer, mais dans les rivières, dans les fleuves, dans les estuaires. Et c'est comme ça qu'on lance cette idée un peu folle au début, de se dire, on va aller collecter les déchets en mer. Ça paraissait un peu fou en 2016, mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. On sait qu'on peut mettre les moyens, on peut mettre les bateaux pour le faire. On a travaillé pendant 5 ans là-dessus. On a mis des bateaux qui fonctionnent très bien, qui peuvent vraiment collecter. Et aujourd'hui, vous mettez 20 grands bateaux comme on les a conçus à l'eau et 2000 petits comme on les a aussi conçus qui font 10 mètres de long. Vous collectez les 80% de plastique qui flottent dans les océans, dans les rivières, dans les premières semaines de dérive. Et voilà, pour un investissement qui est tout à fait raisonnable, qui est de moins de 1 milliard d'euros. Et donc, on pense que c'est des solutions qu'il faut apporter parce qu'aujourd'hui, le politique, il est encore en train de dire ça ne sert à rien d'aller collecter, faisons de la sensibilisation. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dans un truc idéaliste, mais qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Et donc, il y a urgence en la matière. On ne va pas aller collecter les déchets plastiques qui sont déjà au milieu de l'océan. Ça, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Mais mettre des bateaux qui traversent 40 fois l'embouchure du Mékong et de ces grands fleuves très contaminés, c'est encore faisable. Et là, on peut vraiment intercepter tous ces plastiques qui arrivent de toutes les rivières et tous les affluents avant que justement ils se dégradent et qu'ils aillent trop loin. Aujourd'hui, votre idée est née il y a 4 ans. Où est-ce que vous en êtes finalement? Est-ce que vous avez fait cheminer ou sur un plan scientifique, technologique, d'organisation, vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez commencé déjà à collecter du plastique? Le cheminement était un petit peu long, mais oui, on a travaillé dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment faire du plastique une problématique sur laquelle on était spécialisé. Donc, des outils de sensibilisation, un déploiement très important en France, en Europe, mais en Asie du Sud-Est, avec beaucoup de bénévoles et beaucoup d'outils qui sont appropriés. Parce qu'on le fait trop en France, mais on ne le fait pas assez dans ces pays-là. Donc on veut vraiment aller dans ces pays-là, expliquer aux gens tout ce qu'on pourrait faire pour éviter cette pollution. Après, c'est les missions scientifiques. On va avoir des bateaux qui vont être sur place. Donc ça va être des outils extraordinaires pour embarquer des scientifiques, parce qu'on n'a pas de data scientifique vraiment sur les macrodéchets plastiques. Les Tarax, Expéditions et tout ça ont été mis des océans et on dit, voilà, ces microparticules de plastique, on sait comment ça finit par tuer les oiseaux, les poissons. Mais comment arrivent ces macrodéchets plastiques dans l'océan? On ne sait pas, parce qu'il faut les collecter, il faut de la place sur le bateau, il faut des scientifiques. Donc ça, on va avoir cette chance pendant 300 jours par an d'embarquer 8 à 12 scientifiques à bord de nos bateaux. Et ça va donner de la data qu'on va pouvoir partager à travers toutes les autres initiatives. Et puis, effectivement, on a, à partir de 2025, ces grands bateaux qui vont être à l'eau, le premier en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la preuve par l'exemple, c'est vraiment de revenir très vite avec des chiffres en disant, voilà,
Vous avez un bateau, il est capable de collecter 10 000 tonnes de plastique par an, il est capable de sensibiliser 200 000 personnes, il est capable de ramener de la data scientifique, parce qu'il y a 2000 scientifiques qui sont venus sur ce bateau pendant quelques années, et donc de montrer qu'il y a une réalité, il y a un besoin, et puis qu'il y a une solution qui existe, et voilà, d'être à la disposition de cette cause. Matryoshka.